Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager le dernier épisode de notre série sur la Corse. Je suis partie à la rencontre de David Martineau, éleveur de cochons dans le village d'Olivese. Olivese se situe à un peu plus d'1 heure de route d'Ajaccio, à l'intérieur des terres et dans les montagnes. Après 40 minutes de route sinueuse, nous sommes arrivés chez David qui nous a accueillis avec sa mère. Nous avons échangé longuement autour d'un café, puis on est parti voir ses cochons. Élevés en plein air au cœur des montagnes, ils se nourrissent essentiellement de glands et de châtaignes. Ces conditions d'élevage offrent un goût unique à la charcuterie corse. Pour avoir plus que goûté celle de David, elle est en tout cas excellente. On a passé un super moment chez David, plein d'authenticité et de partage. Au-delà de la passion pour leur travail, on sent dans cette famille l'attachement aux valeurs et aux traditions corses. La convivialité et le partage ont d'ailleurs pris une place centrale chez eux puisqu'ils ont ouvert une table d'hôtes puis une maison d'hôtes où il paraît que les soirées autour de la table à chanter les chants corses valent le détour. Pour vous donner un aperçu et pour le plaisir, on vous met un petit extrait issu de leur page Facebook à la fin de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour David. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on est actuellement ? Je m'appelle David Martineau. Je suis agriculteur sur la commune de Livèze. On est en Corse du Sud, centre Corse, la vallée du Taravo. La meilleure partie de la Corse ? une des meilleures parties. Après, on est dans une vallée de chênes verts, de châtaigneraies, en grande partie. Surtout pour la moyenne vallée et la haute vallée. Et donc, on fait un élevage de porc austral qui est vraiment adapté à vos montagnes. À nos montagnes. Et là, on a les cochons à côté. Voilà, on a les cochons à côté, ouais. Ils sont tout noirs. Oui, il y en a qui ont quelques taches blanches, peuvent être ceinturés de blanc ou avoir une patte blanche, la face, voilà. Et ils y voient pas grand-chose, les pauvres, ils ont les oreilles sur les yeux. Ouais, mais ils ont du flair, donc ils arrivent quand même à se repérer. Et alors, quel a été le déclic pour toi pour te lancer dans l'exploitation, pour faire l'élevage de cochons ? Est-ce que c'était naturel ou tu peux nous raconter comment tu es arrivé là ? En fait, c'est naturel parce qu'on est né là-dedans. Donc, mes grands-parents avaient des cochons, mais mon père a fait ça toute sa vie. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Et donc, après... On est dans le moule, quoi. Ouais, bien sûr. Même si je crois que tu as un métier à côté, tu fais pas que ça. Ah, non, à côté, je suis sapeur forestier depuis que je suis tout jeune, quoi. Et donc, tant que mon père était là, je donnais le coup de main sur l'exploitation. Et puis, aujourd'hui, je travaille à temps partiel au forestier pour pouvoir m'occuper le reste du temps de l'exploitation. Et je pense que je continuerai à plein temps faire l'agriculture dans les mois à venir. C'est ce que tu préfères faire ? Ouais. Et forestier, qu'on comprenne bien, tu entretiens la forêt, tu surveilles s'il n'y a pas des départs d'incendie et tu interviens s'il y a besoin, c'est ça ? Voilà, ouais, on s'occupe beaucoup de la forêt, de tout ce qui est piste DFCI pour desservir des pare-feux ou des points d'eau pour ravitailler des camions cas d'incendie. L'entretien de ZAL, c'est des zones d'appui à la lutte, quand il y a des gros feux. Et après, l'été, on fait de la lutte. Voilà. Ok. T'es vraiment quelqu'un de la montagne qui aime son territoire et qui intervient dessus. Ouais. Et tu peux nous décrire ton exploitation ? Combien vous avez de cochons ? Est-ce que l'élevage, c'est votre seule activité ? Combien vous avez d'hectares ? Tu peux tout nous dire ? En fait, on a à peu près 250 cochons à 300 cochons en roulement sur exploitation, entre les petits, les moyens et les grands, entre les reproducteurs et ceux à charcuter. Ouais. On a une vingtaine de reproducteurs, parce que on fait pas énormément de portées par an, on fait pas faire énormément de portées par an à l'autrui. Logiquement, elles font une portée par an, certaines peuvent en faire deux. Et après, donc, on a 80 à 90 cochons à charcuter par an.
Ok, ce qui veut dire que tu envoies à l'abattoir pour faire de la charcuterie, c'est à peu près 80-90. Voilà. Ouais. Le reste, c'est le roulement. Du moment qu'on a abattu, je dirais, nos 80-90 cochons, on a déjà la relève pour l'année d'après. Parce que on ne charcute pas nos cochons avant l'âge de 18 à 20 mois, quoi. Ouais, d'accord. Donc il reste entre 1 an et demi et 2 ans chez toi. Ouais, à peu près. Ouais. Et pourquoi tu as des mâles reproducteurs spécifiquement qui sont dédiés à ça? Eh ben, c'est pour préserver la race et pour aussi tout ce qui est qu'il n'y ait pas de problème de consanguinité. On fait en sorte de suivre la généalogie de nos reproducteurs en fait. Si on a acheté des femelles par le biais du syndicat, qu'on a certaines lignées, on fait en sorte qu'elles prennent le mâle qui n'est pas issu de même lignée. Oui, pour pas qu'il y ait de croisement et que ça pose des problèmes de consanguinité comme tu l'as dit. Voilà. Très bien. Et alors, de quelle race il s'agit de tes cochons? C'est pas des cochons lambda, je crois. Non, c'est la race corse, c'est le porc austral. C'est le porc qui est vraiment adapté à nos parcours et qui a une croissance quand même assez lente, mais qui a une chair en sortie et qui met du temps à gérer, à avoir sa taille adulte. Et comme c'est un porc qui marche beaucoup, qui fait beaucoup de parcours et tout, et on a une qualité de viande déjà, je dirais, de haut niveau, quoi. Ouais, bien sûr. On les a goûtés et effectivement, c'était excellent. Après, voilà, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on privilégie, et on est obligé de le faire par rapport au cahier des charges, minimum 45 jours de finition au gland et aux châtaignes. D'accord. Oui, ils peuvent manger que ça à la fin de leur vie. Voilà, à la fin de leur vie pour avoir une qualité de gras exceptionnelle, quoi. Ouais, ça impacte le goût à la fin, voilà, l'alimentation. Ça donne un goût de noisette au gras, quoi. Et combien d'hectares ils ont pour eux là pour circuler? On est à peu près sur autour des 250 hectares. Ils ont de la place, hein? Oui. Et ça les a pas empêchés de venir à côté de la barrière quand ils t'ont entendu arriver? Ah oui, ils espèrent toujours qu'on leur donne quelque chose. Et du coup, ils attendent là, les pauvres, mais il n'y avait que Louise de la Clé des Champs, rien à manger. Enfin, j'espère que tu vas pas me donner à manger aux cochons. Non, ça ira. Pas tout de suite. Comment tu décrirais le caractère de tes cochons? Ils sont comment? Non, ça va. Hein. On dirait qu'ils sont cool. Ils sont curieux, ils sont malins, ils se repèrent facilement. Le caractère c'est des cochons qui sont habitués à évoluer sur des parcours et comme s'ils étaient en liberté en fait, hein, parce que même si c'est clôturé, mais c'est clôturé vraiment sur de grands parcours. Oui, là ils ont 10 hectares pour eux, je crois. Voilà, là, par exemple, ce qu'on voit là, ils ont 10 hectares pour eux, ils sont pas beaucoup. Ah oui, ils se retrouvent facilement. On peut les monter en montagne ou quoi que ce soit. Quand on les monte en montagne, on va les faire manger pendant 2-3 jours, on va les parquer à un endroit. Après, on va les lâcher. Et puis après, même si on monte une fois tous les 2 jours, voir si tout va bien, on monte, je dirais, en fin de journée, comme ça c'est l'heure où ils reviennent, là où il y a l'abri, où ils peuvent dormir. On leur fait quand même un abri pour qu'ils puissent s'abriter s'il y a des orages ou autre. Et à chaque fois qu'on monte, on leur donne un petit quelque chose à manger. Et même s'ils partent à 1 kilomètre, ils reviennent. Hein. Ouais, ils se repèrent. Ils se repèrent. Et il n'y a pas de risque, ils n'ont pas de prédateurs dans la montagne? Non, le prédateur, ça serait vraiment s'il y aurait des petits truc qui aurait eu une portée récente avec des petits cochons ou quoi, avec des renards ou autres. Logiquement, on les lâche pas à ce moment-là. Quand on les monte en montagne, ils sont déjà grands, ils sont minimum 5 mois, 6 mois, voire plus. Si c'est les cochons qu'on va charcuter l'hiver d'après, ils ont déjà 1 an. Hein. Ouais, d'accord. Et il n'y a pas de risque avec le sanglier, de la peste porcine, de croisement génétique un peu foireux Non, pour le moment, la peste porcine, elle est loin de chez nous. On espère qu'elle y restera. Il n'y a jamais eu de cas dans la région. Mais après, ça pourrait arriver qu'il y ait une truie qui prenne un sanglier ou quoi. Mais bon, c'est pas les reproductrices. Voilà. Après, on essaie d'éviter ce genre de choses, quoi. Ouais, et puis toi, j'imagine, tu reconnais tout de suite quand tu as des porcelets qui sortent et qui sont d'un croisement avec un sanglier, non? Ah oui, ça, si ça arriverait, on s'en rend compte tout de suite. Ouais, là, pas bon. Voilà. Et alors, c'est quoi leur grande étape de vie, justement? Tu peux nous raconter de leur naissance au moment où ils partent à l'abattoir, ce qui se passe? En fait, au départ, on a des cabanes où on a un petit hangar où c'est qu'on les fait naître. Pendant quelques semaines, ils restent avec la maman le temps de post-sevrage. Après, on commence déjà à les mettre dans un parc un peu plus grand avec les mamans, jusqu'à peu près 3 mois. Et après, on commence après le sevrage, donc à 3 mois,
on commence à les lâcher sur les parcours avec quelques cochons qui sont plus âgés, qui ont la connaissance des parcours, des fois même avec une ou deux truies aussi pour leur apprendre, pour leur apprendre un peu nos parcours. Et après, au fil du temps, en saison estivale, on en monte sur des parcours qu'on a en montagne. Et à partir du mois de début octobre, on les fait passer dans les châtaigneraies pour faire la finition pour ceux qui sont déjà en âge de rentrer en finition. Et les grandes étapes de la transformation, c'est quoi? Donc ça arrive de l'abattoir comment? Ensuite la viande, et comment tu la transformes? En fait, nous on amène les porcs à l'abattoir. L'abattoir il nous livre avec un camion frigorifique nos carcasses. Et après, nous le lendemain, on découpe, on met en salaison. En salaison, c'est pour faire sécher, c'est ça, afin que ça capte l'humidité? Non, au départ, on sale la viande hachée pour faire les saucisses ou les saucissons, les filatés. On sale nos pièces comme la cope, le lonze ou le brisoutte. Et après, le jour d'après, on fait les saucissons, on embousse, quoi. On fait la mise en boyau des saucissons, des filatés et tout. Après, il faut accrocher. Après, il y a tout un suivi derrière pour la sèche. Il y a des étapes. Oui, ils restent suspendus. Ouais. Et toi, tu les contrôles. Et voilà. On contrôle tout. Si la sèche se passe bien, il ne faut pas que ça sèche trop vite. Il faut que ça sèche assez. Et c'est d'abord comme on travaille avec une pièce artisanale. Je veux dire, on est obligé de voir s'il ne faut pas aérer, ou chauffer, ou apporter de l'hygrométrie s'il y a besoin. Mais après, c'est nous, quoi. Ah. Il s'énerve, hein. Ouais. Il trouve ça trop lent, on a bientôt fini. Et tu fais ces changements au feeling, ou il y a des règles à respecter, ou c'est vraiment au toucher et à l'odeur que tu décides de ce que tu fais? Non, il y a des choses qu'on fait au feeling, il y a des choses qu'on maîtrise. Au niveau de la température, de l'hygrométrie, on peut le maîtriser. On a des valeurs qu'on respecte pour être sûr que ça aille. Après, au niveau de la sèche aussi, il y a le feeling, mais il y a aussi un pourcentage de perte pour savoir si on a passé l'étape du séchage. Après, on passe à l'étape de l'affinage, selon la perte de poids des produits, quoi. Tu parlais de cahier des charges parce que vous êtes en AOP sur ton exploitation, en appellation d'origine protégée, c'est ça? Donc ouais, en fait, c'est pour pouvoir faire des produits en AOP qu'on respecte ce cahier des charges. Donc les porcs, quand on a le droit de charcuter en AOP, il faut qu'ils aient minimum 12 mois, maximum 36 mois. Il faut qu'ils fassent un poids minimum, c'est 85 kg, et maximum 140 kg. Après, il faut surtout aussi avoir respecté l'entrée en finition et les parcours, tout ce qui va avec. Ouais. Et du coup, ce cahier des charges vous oblige aussi à avoir des dates d'envoi à l'abattoir qui sont assez précises. Oui, je crois. Tout s'est fait sur le gros de charcuterie. Et puis c'est un cahier des charges qui est établi aussi sur notre méthode, je dirais, traditionnelle. Voilà, la charcuterie, le gros de la charcuterie, c'est toujours fait traditionnel, c'est toujours fait entre le mois de novembre et le mois de janvier. Voilà. Donc nous, on étale on a le droit de charcuter pour être en règle avec le cahier des charges de novembre à mars. D'accord. Voilà. Ce qui fait qu'il y a une saisonnalité de la charcuterie corse. Oui. Les premières arrivent quoi, au mois d'avril? Les premières charcuteries? Oui. Les premiers saucissons. Après, tout ce qui est charcuterie fraîche, comme le figaté, qu'on peut faire griller au feu de bois, ou la saucisse ou autre, c'est immédiatement. Au bout d'une semaine, on peut déjà consommer grillé au feu de bois. Après, les saucissons, c'est à peu près 3 mois entre la sèche et le début d'affinage. On peut en consommer au bout de 3-4 mois. Tout ce qui est cope, alonzo, le lonzo, c'est à partir de 3 mois. Et la cope, c'est à partir de 5 mois. D'accord. Voilà. Du coup, en pleine saison touristique, vous êtes au boom des produits qui sont disponibles presque. Oui. Ouais. Et après, au niveau du jambon, on essaye plutôt de ne pas les mettre en commercialisation avant 18 mois, pour qu'ils soient déjà assez bien affinés, si possible même du 24 mois. Et ça m'amène à la question de l'auditeur, c'est Julien qui te demande, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a la charcuterie corse écrit sur un paquet, ça vient de cochons qui sont élevés en Corse? Pas forcément. Pas forcément, non.
Ok, pourquoi? Parce que, et c'est pour ça peut-être que vous avez choisi l'AOP, c'est que justement ça garantit ça aux consommateurs? Et oui, c'est pour garantir vraiment aux consommateurs qu'ils mangent une charcuterie faite avec des cochons nés et élevés en Corse et de race locale. Alors, après, on peut très bien avoir des cochons d'une autre race nés et élevés en Corse, bien entendu. Mais bon, moi, c'est aussi parce que j'aime, c'est dans ma mentalité, quoi. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on achète quand on vient en Corse? Si on va être sûr d'avoir une charcuterie qui vient de producteurs qui sont en AOP, sur le packaging des produits, enfin sur l'emballage des produits, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait écrit? Déjà, il faut qu'il y ait le sigle, le logo appellation d'origine protégée. C'est un petit logo jaune et rouge. Et après, c'est logiquement, y a des noms qui sont protégés, quoi, comme Brisou, pour le jambon, ou Lonze, ou pour le lonzo, ou la longe. Et Copa di Corsica pour les chines, quoi. D'accord, ça c'est des mots que vous avez protégés et que notamment les industriels ne peuvent pas utiliser. Ouais. Ok. C'est bien joué. Et je vais passer à la minute économie du podcast. Tu es sur un modèle qui est basé à 200% sur la qualité. C'est ce que tu disais, c'est ce qui te plaît et qui t'anime, toi. C'est répercuté sur le prix. À combien tu vends ta viande aujourd'hui au kilo à peu près? Le prix de la viande, j'ai pas forcément calculé, quoi. Je dirais au prix du kilo du revient de la viande, quoi. Ouais, mais le prix au kilo vendu au consommateur, tu es à peu près à combien? On tourne autour des 48 euros le kilo sur ce qui est en moyenne, quoi, autour des 45 euros le kilo en moyenne. Très bien, j'ai hâte de goûter ce que j'ai acheté en tout cas. Et est-ce qu'aujourd'hui un producteur de cochon en Corse il gagne bien sa vie? Ou est-ce qu'il faut, comme toi, là, avoir une activité économique à côté? On ne gagne pas forcément bien sa vie. On arrive à bien vivre parce qu'on on vit de notre passion et on arrive à s'en sortir. C'est faisable. Après, c'est toujours un combat pour faire bien reconnaître le produit par rapport à sa juste valeur. Et c'est sûr qu'avec tout l'impact économique actuel, tout qui augmente, c'est un peu difficile quand même. Ouais. On se pose des questions. Notamment l'aliment des cochons. Sur l'alimentation, sur même les matières premières et puis sur même le fer, le gaz, l'électricité. Parce qu'on a besoin de barres de fer ou de barrières ou quelque chose pour l'exportation. On a besoin de gaz ou d'électricité pour travailler avec l'atelier et produire. Donc tout ça, ça se répercute sur le coût de la charcuterie. Et donc on sera peut-être obligé de le répercuter sur le tarif de la charcuterie, mais en même temps, c'est pas évident pour le consommateur. Est-ce que le consommateur est prêt à payer plus? Voilà. Et aussi, après, le plus gros impact, c'est sur le coût de la céréale, quoi. Et heureusement qu'on a quand même des parcours et que nos cochons s'alimentent une bonne partie de l'année avec ce qu'ils trouvent sur les parcours. Oui, ça limite ton augmentation des coûts. Ouais. Et est-ce que c'est ce qui t'a amené et ce qui vous a amené en famille à ouvrir les maisons d'hôtes? Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? En fait, la maison d'hôtes, c'est parti de mon père qui animait souvent des soirées par-ci par-là un peu de partout, dans la région ou même plus. On voulait aussi faire découvrir nos produits aux gens nous-mêmes, pouvoir en parler, pouvoir faire déguster. Et donc, des fois, on faisait même des repas entre amis et compagnie. Et comme mon père était toujours de la partie pour cuisiner ou pour chanter et faire, c'est parti de là. Voilà. Et on a dit pourquoi pas. Et il y a 10 ans, mon père a créé une table d'hôte avec chambre d'hôte, et aujourd'hui c'est une ferme auberge avec les chambres d'hôte encore. Ouais, pour que les gens puissent venir voir, manger et dormir. Et voilà, manger, dormir et nous découvrir et passer un repas et découvrir les champs corses et voilà, et comment se passe la vie en Corse et dans l'intérieur, quoi. Oui, pour faire découvrir votre art de vivre finalement. Voilà, et oui. Elle s'appelle comment en plus? Ça s'appelle Comment Ougantou. Ouais, ça veut dire le champ. Ouais. Ça peut vouloir dire aussi le coin, l'endroit. Ougantou. Voilà. C'est important pour vous cet aspect de convivialité, de partager vos produits et de les faire connaître? Et oui, c'est important parce que c'est bien de parler nous-mêmes de nos produits et puis d'avoir le retour direct. Voilà, c'est surtout ça. On a un ressenti et puis ça nous pousse à continuer à travailler. à travailler. Puis on aime bien le contact humain aussi.
C'est un peu dans notre truc. Oui, j'ai l'impression. Et comment vous écoulez les produits, justement? C'est essentiellement via les touristes qui viennent à la chambre d'hôtes ou tu as d'autres moyens d'écouler les stocks? On a des clients particuliers, parce que bon, comme mon père faisait ça depuis des années, et donc on a déjà une clientèle locale. Après, on a quelques épiceries fines un peu étalées sur la région du sud. Et après, bon, les touristes qui viennent bien sûr à la ferme auberge, ou même les locaux qui viennent à la ferme auberge, des fois nous découvrent par rapport voilà, à la soirée passée à l'auberge. Après avoir bien chanté et Ouais. bien mangé. Et justement, vous, cette exploitation, c'est vraiment une histoire de famille. Il y a ça aussi que tu as envie de perpétuer, j'imagine? Oui, ouais, ouais. Donc là, j'ai mes enfants, on verra bien. Après, Ouais. c'est eux qui décideront. J'ai le garçon qui est plus grand, il dit qu'il va continuer, donc avec plaisir. On est là, on les épaulera. Oui, ça lui plaît. Oui, oui, ouais, ça leur plaît même à tous les deux. Quel âge ils ont? Et le grand, il a 16 ans et la petite, 10 ans, bientôt. Elle est encore jeune, mais bon. Le grand, je pense que il a fait ses choix déjà. Mais bon, c'est Ouais. jeune aussi, 16 ans. On verra bien. Oui, oui. Après, Voilà. quand on baigne dedans, je Voilà. pense qu'on transmet la Oui, passion. c'est le genre de métier, et souvent quand on grandit dedans, il n'y a pas d'issue. On continue. Ouais, et puis c'est un moyen de rester en Corse. J'imagine que vous êtes très attaché à votre territoire et Voilà. c'est meilleur de travailler ici. Et oui, c'est déjà ça, le fait de rester en Corse. Et puis, faut dire qu'on a quand même une qualité de vie. Même si c'est pas facile tous les jours, mais après, on est tout le temps à la campagne, on a des beaux paysages, on a tout ce qu'il faut. Voilà. On passe des journées agréables aussi. Vous êtes quand même très haut dans la montagne. Vous vous sentez pas isolé du tout, vous comment ça se passe la vie au village et tout ça? Parce qu'on a monté quand même plus de 30 minutes à tourner, virer. On est arrivé pas malade. Je pense que c'est un exploit pour des touristes. Mais c'est vrai que vous êtes très haut perché. Ouais, mais ça, bon, ça va. Après, on n'est pas isolé de tout. Je veux dire, on est quand même dans un village qui vit assez bien. C'est un village où il y a près de 300 habitants l'hiver. Donc, il y a pas mal de jeunesse et tout. Il y a des commerces, il y a une épicerie, il y a une pizzeria. Je veux dire, voilà, il y a quand même une vie sociale pas mal. Ouais. Voilà. Très sympa même. Et puis bon, après, on a, entre le commerce qu'on a à la maison avec la ferme auberge, les touristes, bon, puis au pire des cas, on fera la voiture et on va faire un petit tour à la ville. À Bonifacio, tu m'as Voilà, dit que par c'était exemple. un... Voilà. Pour changer d'air, on part à la mer. C'est important, non, aussi? Vous avez un métier qui est prenant de faire quelques coupures de temps en temps? Ah oui, quand on peut, de temps en temps, prendre une journée ou deux pour partir faire une coupure, quand aux périodes où on a moins de charge de travail, on le fait bien sûr. Et l'avenir des producteurs de cochons en Corse, comment il s'inscrit? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent reprendre ce métier? Est-ce que la race de cochon, elle se porte bien et il y a suffisamment de têtes pour être tranquille pour les années à venir? Comment tu vois les choses? Ah, moi, je vois les choses. Bon, je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui se sont installés ces dernières années. Il y en a pas mal qui veulent rester, je dirais, dans l'intérieur, vivre au village et tout. On a quand même une qualité de vie. Et bon, après, avec, je dirais, les races locales comme ça, je dirais que ça soit pour l'Austral ou même sur d'autres productions, hein. Moi, je pense que c'est l'avenir dans notre style de région, quoi. Combien il y a de producteurs, tu sais, à peu près en Corse de cochons? Bah, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a Ouais. trop, il y a trop de concurrence. Non, c'est pas, non, au contraire. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais, bah, pour le moment, il y a de la place pour tout le monde. Là. Oui, parce qu'au final, vous écoulez tous vos stocks tous les ans, tous, non? Avec Oui, tous les je touristes pense qui que viennent. tout le monde arrive à écouler son stock. Hein. Du moment que les produits sont réussis, on arrive toujours. Quoi. Même après, il faut prendre le temps de les vendre. Je veux dire, c'est des produits de qualité. Il y a un temps de sèche, un temps d'affinage. Et si on n'est pas pressé, on les vend. On lance toute l'année pour les vendre. Oui, ça se stocke, c'est Même- l'avantage. Voilà, même plus pour le jambon, quoi. Voilà, pour le présout. Ouais. Ouais. Du coup, tu as plusieurs parties dans ton métier. Tu as l'élevage, tu as la salaison, tu as la vente. C'est quoi la partie que tu préfères et que tu aimes le mieux faire au quotidien? J'aime tout en fait, mais bon, le plus passionnant c'est quand on fabrique, quand on est à la salaison, c'est quand même là qu'on fait les produits. Bon après, c'est sûr que c'est bien de s'occuper à la campagne. Chaque étape a son charme, quoi. Ouais. Voilà, de vendre aussi, de discuter avec les gens, d'avoir les retours, c'est agréable aussi. Et ouais, franchement, bon, non, il n'y en a pas une que je préférerais plus que l'autre en fait. Ouais, et puis t'as un quotidien qui est très diversifié, quoi. Tu Ouais. t'ennuies pas.
Ouais. Ouais, je pense que de toute façon, je m'ennuierais si je ferais toujours les mêmes gestes, quoi. C'est bien de toucher un peu à tout, comme on dit. Bon, mais je vais passer à mes questions de fait 1. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être éleveur ici de cochons en Corse? Non, qu'est-ce qui me rend fier? Non, avant tout, c'est de vivre libre déjà. Parce que bon, quand on travaille à la campagne comme ça, on est libre. Et après, c'est le savoir-faire, quoi. D'avoir hérité d'un savoir-faire et de pouvoir le continuer, à le perpétrer, quoi. Surtout sur les produits, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais, de vendre des produits de qualité qui se faisaient comme ça de génération en Voilà, génération, finalement. de ne pas laisser perdre, en fait, nos traditions, quoi. Je comprends. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis quand il y aura une planche de charcuterie sur la table? Là, vous voulez quoi? Savoir si vous avez retenu, un truc que vous aurez retenu de notre rencontre. Ouais. Et la gestation de la truie. Allez, dis-nous. Et 3 mois, 3 semaines et 3 jours. 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Voilà. Vraiment hyper carré la règle des 3, comme Ouais, quoi. ouais. Et ça tombe toujours pareil. À peu près, oui. Peut-être un jour près, mais bon, en principe, c'est 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Très bien, et bien on le saura. Et ça, c'est un joli truc pour étaler sa science. Et la dernière, c'est où c'est qu'on peut te contacter pour soit commander tes produits ou peut-être venir dans ta maison d'hôte, parce que le lieu est magnifique si ça intéresse des gens qui viennent en Corse. Ben, bon, on a déjà une page Facebook au nom de la ferme auberge Oucante. Ça s'écrit comment? Ferme auberge et Oucante, c'est U et espace CANTU. Très bien. Sur Facebook et Instagram sur Facebook, aussi. Sur Instagram, oui. Et on est aussi sur Bienvenue à la ferme ou La Route d'Essence. On peut le retrouver sur ce genre de brochure. Ok, Voilà. eh bien, très bien. Eh bien, n'hésitez pas à réserver si vous nous écoutez, que vous venez en Corse, le lieu est magnifique. Bon, mais merci beaucoup David de nous avoir amenés jusqu'ici, fait visiter toute ton exploitation, on s'est régalé. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.